Printemps 2021. 100 000 soldats russes se massent le long de la frontière ukrainienne. Il s'agit du plus grand déploiement de troupes depuis le début du conflit entre les deux pays. Depuis 2014, les forces ukrainiennes affrontent les séparatistes pro-russes, équipés militairement par Moscou, qui ont pris le contrôle de la région du Donbass, dans l'est du pays. Les infrastructures publiques sont en ruine et les combats ont déjà fait plus de 14 000 morts. Une guerre en Europe, presque oubliée de tous. Ce conflit sanglant, le président russe Vladimir Poutine l'attise à nouveau au printemps 2021. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky compte sur le soutien des Occidentaux. La France et l'Allemagne tentent de jouer les intermédiaires. Les pays de l'Est de l'Europe sont inquiets, tandis que l'Union européenne est divisée. Alors que les uns plaident la voie diplomatique, d'autres rétorquent que Poutine ne cherche pas vraiment la négociation. L'Union européenne doit encore définir et même clarifier sa stratégie commune dans ses relations avec la Russie. On craint que Poutine ne vienne interférer en Ukraine dans le seul but de marquer son territoire et d'affaiblir l'unité des pays occidentaux. Pour Vladimir Poutine, tout est géopolitique et géoéconomique. Il n'a de respect pour personne. L'Ukraine, qui faisait autrefois partie de l'Union soviétique, serait menacée par le revanchisme de Poutine. Il faut partir du principe que le président Poutine ne tiendra pas parole, qu'il ne jouera pas selon les règles et qu'il n'hésitera pas à utiliser la force. Il faut se rappeler une phrase de Poutine. Il a dit un jour que quand un conflit est inévitable, il faut frapper en premier. Vous ne devez pas oublier ça. L'enjeu dépasse largement les frontières de l'Ukraine. Les agissements russes n'ont déclenché rien de moins qu'une nouvelle guerre froide. Et l'Europe semble impuissante à l'empêcher. Pour ce film, nous sommes allés à la rencontre de la population. Nous avons interrogé des spécialistes internationaux et le président ukrainien en personne. En quoi cette guerre nous concerne-t-elle? En quoi concerne-t-elle l'Europe? Je pense que ce conflit pourrait mener à la Troisième Guerre mondiale. Et l'Europe, les pays de l'Union européenne, tous en souffriraient. Trente ans après la dissolution de l'Union soviétique, l'Ukraine indépendante est en conflit avec la Russie de Poutine. Kiev veut y mettre fin et accuse Moscou de fomenter des troubles sur le territoire ukrainien. La Russie dirige bel et bien les combats en Ukraine. Mais comme elle nie cette ingérence, il est difficile de discuter de mesures constructives pour mettre fin au conflit. Les poids lourds européens, la France et l'Allemagne, sont aux côtés de l'Ukraine, mais pas à n'importe quel prix. En Allemagne, une partie du monde économique veut faire des affaires avec la Russie. C'est un lobby très influent, qui est fédéré au sein d'un groupement d'intérêts actif et bien connecté. À cela, il faut ajouter un second élément. Tout un pan de la population allemande est en résonance avec la Russie. Beaucoup se sentent nettement plus proches des Russes que des États-Unis.
Poutine veut redonner à la Russie sa place de superpuissance mondiale et semble décidé à vouloir étendre sa sphère d'influence. Si la Russie avalait l'Ukraine, elle changerait de dimension. Le raisonnement est le suivant. Il faut que la Russie contrôle l'Ukraine, ouvertement ou en sous-main, pour avoir de l'influence en Europe. Alors que les tensions sont déjà vives, les manœuvres russes à la frontière ukrainienne au printemps 2021 font craindre une nouvelle escalade du conflit. La ville de Kharkiv est située à 40 km de la frontière russe. Ses habitants redoutent de se retrouver au cœur des affrontements. Quand j'ai entendu ça hier, j'ai eu assez peur. Apparemment, ils ont installé des missiles d'une portée de 270 km. Et de Kharkiv à Belgorod, il n'y a que 45 km, il me semble. Si on est touché, eh bien, c'est la fin. C'est très effrayant car tout cela pourrait arriver jusqu'à nous. Et dans ce cas, il faudra qu'on agisse et qu'on prenne des décisions. On va devoir partir. Personne ne sait comment tout cela va évoluer. L'Ukraine est un pays tiraillé entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. La ville de Kharkiv est un miroir de ce clivage. L'attachement à la Russie y est fort, notamment en raison des liens familiaux. Les habitants ne soutiennent pas forcément Poutine, mais ils ne sont pas anti-russes. Excusez-moi, mais comment les Russes pourraient-ils être nos ennemis? Ce sont nos proches, ils sont des nôtres. Nous avons la même mentalité, nous avons les mêmes racines, la même histoire. Tant que Poutine sera là, il n'y aura pas de guerre. Tout ira bien tant que Poutine sera en Russie. Ce n'est pas seulement mon avis, c'est aussi celui des gens qui m'entourent. Poutine affirme que les manœuvres sur la frontière sont une réaction aux provocations de l'OTAN. Sa mise en garde est sans équivoque. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adresse directement à son homologue russe pour discuter du conflit. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Slava Ukraine. Poutine décline l'invitation et campe sur ses positions. Si l'Ukraine veut régler ses problèmes dans l'est du pays, elle doit s'adresser aux séparatistes pro-russes, pas à Moscou. Il nie encore une fois toute implication de son pays. Pourquoi alors cette démonstration de force à la frontière? Nous sommes proches. Nous sommes voisins. Nous partageons la même géographie. C'est notre histoire et notre vie. Mais je peux vous dire pourquoi cela se passe de cette manière. Au départ, il s'agissait avant tout de mettre à l'épreuve la nouvelle administration américaine, de voir comment le président Biden réagirait à cette situation. À la mi-avril, le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, s'adresse à son homologue russe et lui propose une rencontre. La stratégie de Poutine a porté ses fruits. Il a obtenu ce qu'il recherchait, l'attention du président américain. Il faut reconnaître une chose à Vladimir Poutine. Parmi les dirigeants européens actuels, il fait preuve d'une intelligence stratégique et d'une patience presque sans égale. Il sait ce qu'il veut, il sait attendre le bon moment et il le fait. Il sait exploiter les faiblesses, les divisions et les opportunités quand elles se présentent.
Poutine annonce la fin des manœuvres. Les troupes se retirent. Le danger le plus immédiat est écarté. Mais selon les observateurs, une partie de l'équipement militaire demeure en place. Les forces ukrainiennes sont toujours en état d'alerte. À Kiev, la capitale du pays, la population reste inquiète. La Russie est un agresseur. Il faut le faire savoir. Tout le monde doit être au courant. On a l'impression que le monde est dirigé par des adolescents, en pleine puberté. Un vrai cauchemar. Depuis sa prise de fonction, le président Zelensky agit sous une pression permanente. Après 2 années de mandat, il vient détailler sa vision politique dans le hangar d'une usine aéronautique. Au cours d'un show savamment orchestré, il se montre en homme d'État fort et déterminé. Nous sommes invités à y assister. І ви знаєте, питання навіть не в тому, щоб добудувати літак мрія. Я б в ширшому сенсі говорив би про це. Побудувати дійсно країну мрій. Zelensky accepte également de répondre à nos questions. Il a un message à faire passer aux Occidentaux. Une guerre en Ukraine menacerait la sécurité de toute l'Europe. Volodymyr Zelensky est un président atypique. Jusqu'à son élection, son expérience politique était littéralement purement fictionnelle. Il est né dans une famille russophone dans le sud de l'Ukraine, où il fait des études de droit dans les années 1990. Je ne rêvais pas de devenir avocat. Je ne rêvais pas d'être procureur. Non, je ne voulais rien de tout ça. Je voulais faire des études, c'est tout. Avec quelques camarades, nous avons fondé un petit théâtre en parallèle. Une compagnie de théâtre comique. Diplôme en poche, Zelensky abandonne le droit et se lance dans une carrière d'humoriste. En 2014, il décroche le rôle principal d'une nouvelle série intitulée Serviteur du peuple. Il y incarne un professeur d'histoire qui se retrouve, presque malgré lui, élu. C'est une demeure en bois immense, un lieu délirant. Mais en même temps, cette débauche de luxe, cette démesure, n'était pas franchement une surprise. Tout le monde savait que des sommes faramineuses avaient été détournées. Et à quoi elles avaient servi. Dans la réalité, les événements qui ont mené à la destitution de Yanukovych sont tout sauf amusants. Ils sont aussi à l'origine du virage à 180 degrés qui s'opère dans les relations russo-ukrainiennes. Le partenariat relativement harmonieux cède la place à l'inimitié. En novembre 2013, le président Yanukovych suspend la signature d'un accord d'association avec l'Union européenne. Je lui ai dit directement et ouvertement, Viktor Fedorovitch, vous faites une grave erreur. Il a répondu que le gouvernement ukrainien, après avoir analysé les avantages et les inconvénients de cette nouvelle voie avec l'Europe, est arrivé à la conclusion que l'Ukraine devait rester dans l'orbite soviétique. Elle devait rester dans le système russe.
À Kiev, les Ukrainiens et Ukrainiennes pro-occidentaux descendent dans la rue. Ils exigent que Yanukovych signe l'accord ou qu'il démissionne. Quand on analyse la composition de la foule qui manifestait en 2014, on constate qu'il n'y a plus ce clivage entre Est et Ouest, même s'il faut bien admettre que la majorité des manifestants, ou du moins une partie importante, venait plutôt de l'Ouest du pays, qui est très nationaliste. Poutine a promis une aide financière à l'Ukraine, mais elle se fait attendre. Dans la rue, l'atmosphère reste tendue. La mobilisation ne faiblit pas. Entre le 18 et le 20 février 2014, les forces de sécurité attaquent les manifestants qui se sont rassemblés dans le centre de Kiev sur la place Maïdan. Plus d'une centaine de personnes sont tuées. Le Parlement engage dès lors une procédure de destitution du président. Yanukovych est obligé de fuir le pays. Il se réfugie en Russie. Vladimir Poutine n'avait absolument pas anticipé ce scénario. Il était persuadé qu'il pouvait assurer le maintien de Yanukovych et il disait régulièrement à Yanukovych qu'il fallait réprimer plus fortement. Mais en Ukraine, le soutien aux manifestants est loin d'être unanime. Dans le sud-est du pays, le sentiment pro-russe est particulièrement développé, ce que Poutine sait mettre à profit. En mars, il annexe la Crimée en violation flagrante du droit international. Mais pour le président russe, il ne s'agit que d'une simple sortie de l'Ukraine. The annexation of the strategic Black Sea Peninsula quickly followed Sunday's hastily called referendum in which its residents overwhelmingly backed breaking from Ukraine and joining Russia. Vous savez, lorsque la Crimée a été annexée, on était très heureux parce qu'on pensait que ce serait bientôt notre tour. On a tous cru que la Russie allait nous accueillir. Que Poutine puisse précisément franchir ce pas, c'est ce qui inquiète de nombreuses personnes en Ukraine. Ce qu'il a fait avec la Crimée, il peut très bien le faire avec cette région. Il dispose de suffisamment de ressources pour ça. Les Occidentaux se sentent dupés. Et là, nous nous sommes trouvés dans une situation tout à fait nouvelle où le chef de l'État russe avait fait, au fond, des choix pour le grand pays qu'est l'Ukraine et avait tenté à tout prix de maintenir un président en place. Et il avait immédiatement procédé non seulement à l'annexion de la Crimée, mais ensuite à l'absorption de toute la province de Crimée et aussi de la ville de Sébastopol, qui a un statut spécial, et d'en faire deux sujets de la Fédération russe. En mesure de rétorsion à l'annexion de la Crimée, les pays membres du G7 imposent de lourdes sanctions contre Poutine et la Russie. La Russie ne s'attendait clairement pas à ce que les pays occidentaux réagissent de manière aussi déterminée et unie. À l'époque, beaucoup de mes interlocuteurs russes haut placés me disaient à peu près ceci. Vous, les Allemands, vous devriez comprendre mieux que quiconque que nous nous sentons humiliés. Vous avez aussi été humiliés après la Première Guerre mondiale. Mais ce parallèle historique est faux. Un pays qui a connu une histoire aussi compliquée que l'Allemagne doit justement défendre avec d'autant plus de détermination le respect du droit. C'est pour cela qu'il fallait envoyer un message clair. Vous venez de franchir une ligne rouge. En avril 2014, la tension monte encore d'un cran. Dans la région industrielle du Donbass, à majorité russophone, des combats éclatent entre des séparatistes soutenus par Moscou et les troupes gouvernementales. On reproche à Poutine d'attiser les troubles.
Dire que j'ai été surpris serait exagéré, parce que j'ai souvent échangé avec Yeltsin. Ensuite, j'ai écouté Poutine. Et puis j'ai aussi parlé à de nombreux fonctionnaires russes. Et ils me disaient tous la même chose. Ils ne cessaient de me répéter que l'Ukraine est et sera toujours au cœur des intérêts stratégiques de la Russie. Cela signifie que la Russie n'acceptera jamais que l'Ukraine adopte une position occidentale. Elle ne tolérera jamais que l'Ukraine choisisse la voie d'un processus démocratique occidental. Le conflit s'emballe rapidement. En quelques mois, plusieurs centaines de soldats et de volontaires ukrainiens trouvent la mort. Les séparatistes reçoivent du matériel russe. Des Russes se battent aux côtés des rebelles. Un triste record est atteint le 29 août. Près de 400 morts en une journée. L'une des victimes est le jeune Dmitro, 26 ans, et frère de cet homme. Il était tout pour moi. Parce qu'on n'était que deux dans la famille, lui et moi. Mais maintenant, je suis seul. Mon cœur saigne depuis qu'il est parti. Regardez tout ça. Combien de personnes, de jeunes garçons, combien sont morts? Combien de pères, combien d'enfants ont été tués? De nombreux habitants cherchent à quitter le Donbass. Je suis très en colère et ça me fait mal. Je suis originaire de là-bas. Ma ville est ravagée. Un tiers de Makivka est détruit. L'école où je suis allée pendant 9 ans est en grande partie démolie. Dans tout le quartier où j'ai grandi, il y a des maisons en ruine. Et Makivka, ce n'est rien par rapport à d'autres endroits où les combats ont été encore plus violents. Les répercussions du conflit s'étendent bien au-delà des frontières de l'Ukraine. En juillet 2014, le vol MH17 de Amsterdam à Kuala Lumpur est abattu au-dessus de la zone du Donbass contrôlée par les séparatistes. Il n'y a aucun survivant parmi les 298 personnes à bord. La piste mène en Russie. L'enquête montre que le Boeing 777 a été touché par un Buk, un missile de fabrication soviétique. Le conflit est subitement projeté sur le devant de la scène médiatique. Les opinions publiques découvrent que la Russie mène une guerre sur le sol européen et qu'elle fait aussi des victimes parmi les citoyens de l'Union. Deux mois plus tôt, Petro Poroshenko, oligarque et ancien ministre, a été élu président sur un programme pro-européen et anticorruption. Il promet de réintégrer la Crimée à l'Ukraine et de mettre fin au conflit du Donbass. Sur une initiative franco-allemande, les présidents russes et ukrainiens se rencontrent à Minsk en février 2015. L'accord signé à l'issue de négociations difficiles est censé entériner un cessez-le-feu pourtant décidé quelques mois plus tôt dans le cadre du protocole de Minsk. Ce traité devait permettre à l'Ukraine de reprendre le contrôle de l'ensemble de ses terres jusqu'à la frontière
à condition que des élections aient lieu dans les zones concernées. Il prévoyait également une modification de la constitution ukrainienne pour accorder un statut spécial au Donbass. Malgré des preuves accablantes, la Russie n'est pas désignée comme partie belligérante. Dans ses mémoires, le président Hollande a décrit de manière très imagée comment le président russe a haussé le ton envers son homologue ukrainien. Il a menacé de détruire les forces ukrainiennes, ce qui est évidemment la meilleure preuve de l'implication russe. Cet accord a littéralement été signé par les Ukrainiens avec un pistolet sur la tempe, puisque les Russes menaçaient de mener une opération militaire dans la ville de Debaltseve, ce qu'ils ont d'ailleurs fait. Rétrospectivement, il apparaît que ces négociations auraient dû être menées sur des bases très différentes. Il aurait fallu désigner la Russie comme partie belligérante. L'Ukraine aurait été en droit d'exiger d'autres concessions. Face à Poutine, Poroshenko apparaît faible. Ses efforts de paix ne sont pas concluants, le protocole de Minsk ne sera jamais réellement appliqué. Dans la foulée, c'est toute sa politique de réforme qui est remise en cause. Notre appréciation est la suivante. Poroshenko a pris un certain nombre de mesures parce que la pression cumulée de la société civile et de la communauté internationale ne lui laissait pas d'autre choix. Je ne pense pas qu'il ait sérieusement envisagé de changer le système et de prendre des mesures réellement efficaces contre la corruption. C'était contre ses intérêts et ceux de ses alliés. Une nouvelle campagne présidentielle s'ouvre fin 2018. Poroshenko se représente. Son principal concurrent est l'outsider Volodymyr Zelensky, l'homme devenu célèbre pour son rôle de président à la télévision. Une deuxième saison de Serviteur du peuple a été diffusée en 2017. L'environnement politique et les rapports de pouvoir que dépeint la série sont théoriquement fictifs, mais ils présentent un certain nombre de parallèles avec la réalité. On retrouve des personnages qui pourraient tout à fait correspondre à Yulia Tymoshenko ou Petro Poroshenko. Ils ne sont évidemment pas nommés, mais des indices nous mettent sur la voie. En mars 2018, la société de production Kvartal 95 franchit un pas supplémentaire. Serviteur du peuple est enregistré comme parti politique. Son candidat à la présidentielle se dévoile le soir de la Saint-Sylvestre. Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую. Я іду в президенти України. Давайте зробимо це разом. З Новим роком, з новим слугою народу. En un tour de main, Zelensky devient le favori de la course à la présidence. Zelensky était une page blanche, sur laquelle chacun pouvait projeter ses rêves et ses espoirs. Là où le président fictionnel joué par Zelensky était porté par un financement participatif, le parti Serviteur du peuple est financé par l'oligarque Ihor Kolomoïski, magnat des médias et propriétaire de la chaîne de télévision 1+1. Il a de bonnes raisons de vouloir le départ de Poroshenko. Kolomoïski affirme avoir perdu des milliards de dollars lorsque le président sortant a décidé de nationaliser sa banque. Une présidence Zelensky peut lui être bénéfique. Le 19 avril, 2 jours avant le second tour, le président Poroshenko et Volodymyr Zelensky débattent en public dans le stade olympique de Kiev. Le comédien Zelensky déploie tout son savoir-faire. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалась
свого чоловіка. І вас запрошую. Ми маємо захистити державу від вас. Ви є головний провідник олігархів. І точно одного олігарха-втікача. Le 21 avril, Zelensky est élu à une majorité écrasante avec 73% des voix. Zelensky n'a jamais été un homme politique. Et il ne l'est toujours pas. Mais ça a marché parce qu'il était très soutenu par plusieurs oligarques très puissants dans les médias et qui ont financé sa campagne et consacré les médias à la candidature anti-Poroshenko de Zelensky. Zelensky ne craint manifestement pas le paradoxe. Celui qui a séduit les électeurs avec son image d'homme du peuple en guerre contre la corruption bénéficie du soutien des oligarques. J'ai voté pour Zelensky. On voulait que Poroshenko parte. On ne voulait plus de ce qu'on avait avant. Je voyais en Zelensky un libéral. Pas un libéral convaincu, mais tout de même, un homme pour qui les droits et les libertés des citoyens ont un sens. Зробили це разом. Зараз, дуже дякую кожному. Зараз не буде ніякого пафосу. Я просто хочу сказати дякую. Le résultat de l'élection prend Moscou par surprise. Poutine est un soviétique, comme tous les dirigeants russes. Et pour ces gens, des élections libres et ouvertes sont en général plus qu'étranges. Dans son discours d'investiture, Zelensky expose ce qu'il considère comme sa mission première, rétablir la paix au Donbass et mettre fin à la guerre contre la Russie. Son premier voyage officiel le conduit à Bruxelles, où il cherche à impressionner ses interlocuteurs en jouant à l'homme d'État. The strategic course of Ukraine to achieve full-fledged membership in the EU and NATO, which is secured in the Constitution of Ukraine, remains unchanged. L'OTAN est face à un dilemme. En tant que membre de l'Alliance, l'Ukraine bénéficierait de la clause de défense mutuelle. En clair, l'OTAN pourrait se retrouver en guerre contre la Russie, puisque l'un de ses membres se trouverait agressé. I am eager to give new impetus to our engagement with the alliance. The ongoing armed Russian aggression remains a major challenge for Euro-Atlantic security. C'est très important. C'est la voie choisie par le peuple ukrainien. Nous voulons être dans l'Alliance. Et pour commencer, nous voulons obtenir un plan d'action en vue de l'adhésion. Maintenant, imaginez que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. C'est ce qu'il s'efforce de faire. Eh bien, cela voudrait dire que l'OTAN est présente à la frontière sud-ouest de la Russie. Ce qui s'est passé avec la Crimée est bien sûr une réaction défensive de la part de la Russie. Et c'est aussi une sorte d'avertissement. Regardez, nous n'accepterons jamais que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. De retour de Bruxelles, Zelensky envoie un message à Poutine via Facebook.
А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Fin juillet 2019, un nouveau cessez-le-feu est signé. Il s'accompagne d'un échange de prisonniers. Les débuts de Zelensky sont prometteurs. We have to begin all the steps publicly, all the steps in Minsk process, in Normandy. I hope that I just forgot to say about it to our journalists. I hope we'll have the nearest meeting in Normandy format, and we'll speak about it, and we'll speak all the steps during the, not the future, during the nearest future. We have to do all the steps to finish this horrible war. Mais dans le Donbass, la Russie a autrement plus de poids que le jeune président. Nous avons peu d'informations sur ce qui se passe dans les zones occupées. Mais nous savons qu'on y mène un lavage de cerveau à grande échelle. L'espace public est apparemment saturé d'affiches à l'iconographie fortement inspirée de la Seconde Guerre mondiale. On y voit les dirigeants locaux entourés d'enfants et expliquant qu'ils défendent le territoire contre le méchant régime ukrainien. Poutine distribue aussi des passeports russes. Ce genre de pratique est courant dans la Fédération de Russie. On fournit des passeports russes aux habitants des territoires occupés. Cela a pour effet de changer la répartition ethnique de la population. Ces territoires se peuplent de nouveaux Russes. En réalité, les habitants des régions occupées de Louhansk et de Donetsk n'ont souvent pas le choix. Ils sont obligés d'accepter ces passeports, car sinon, ils ne peuvent plus vivre normalement, faire appel aux services publics de ces soi-disant États ou justifier de leur identité. Comment réagissent la France et l'Allemagne ? Depuis que l'application du protocole de Minsk a échoué en 2015, la guerre en Ukraine semble retomber dans l'oubli. En 2019, grâce aux efforts des deux pays, la Russie retrouve sa place au Conseil de l'Europe, place qu'elle avait perdue suite à l'annexion de la Crimée. J'étais partagée sur cette question. Les ONG russes avaient un argument qui me semblait assez convaincant. La réintégration de la Russie leur redonnait accès à la Cour européenne des droits de l'homme, qu'elles considéraient comme un outil extrêmement précieux. Même si la Douma, le Parlement russe, avait décidé que les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme ne devaient pas être appliqués en Russie, ces jugements avaient quand même une très haute portée symbolique. Au Conseil de l'Europe, l'Ukraine exprime son indignation. You, my dear friends, who will vote for this, will make your place, will find your place in the history. Because you will give possibility to Russia to go further. There was war in Chechnya, no sanctions in Council of Europe. There was a war in Georgia, no sanctions from Council of Europe. Finally, aggression against Ukraine, sanctions, 5 years, and oh, sorry, we are coming back. Cela montre la faiblesse des pays occidentaux qui ne sont pas capables de rester fidèles à leurs exigences
et qui ne sont pas prêts à défendre leurs valeurs. Il laisse des organisations et des pays comme la Russie éroder les institutions de l'intérieur. Ça fait planer le soupçon d'un deux poids, deux mesures qui ne peut qu'affaiblir le pouvoir des institutions internationales. En août 2019, à la surprise de tous, le président Macron annonce vouloir remettre à plat les relations franco-russes. Le rêve de la France, depuis très longtemps, est d'être la puissance d'équilibre en Europe entre l'Est et l'Ouest. Mais disons, dans le cadre de la politique française et aussi des choix économiques et de puissance en Europe que faisait le nouveau président Macron, pour lui, Poutine était un pion important sur l'échiquier. Les anciennes républiques soviétiques s'inquiètent. D'après moi, cette appréhension est tout à fait compréhensible. Pensez aux pays baltes, par exemple. Le souvenir de leur incorporation forcée à l'URSS est encore très présent. Les événements dans l'est de l'Ukraine ont accentué l'inquiétude des anciennes républiques soviétiques. L'annexion de la Crimée, ainsi que les incidents dans le Donbass, ont eu pour effet de nourrir les peurs, de les renforcer. À défaut de pouvoir compter sur le soutien de la France et de l'Allemagne, l'Ukraine peut toujours se tourner vers les États-Unis. Nous avons tout fait pour renforcer notre soutien à l'Ukraine et faire comprendre aux Russes que leur agression leur apporterait plus de problèmes que de bénéfices, dans l'espoir de convaincre le président Poutine de négocier une solution. Nous avons levé l'interdiction décidée par le gouvernement précédent de fournir des armes défensives létales à l'Ukraine. Nous leur avons fourni des missiles anti-chars qui ont contribué de manière significative à stopper la progression des Russes et même à faire reculer le front. En septembre 2019, le président Zelensky se rend pour la première fois aux États-Unis. Il prend la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Але у сучасному світі, де ми з вами живемо, більше немає чужої війни. Ніхто з вас не зможе почувати себе в безпеці, коли йде війна в Україні, коли йде війна в Європі. Mais le grand baptême international du président Zelensky est éclipsé par son rôle dans un scandale autour de Donald Trump. En cause, des propos tenus lors d'un entretien téléphonique entre les deux hommes 2 mois plus tôt, en juillet 2019. Trump exige alors de son homologue qu'il enquête sur les soupçons de corruption qui pèsent sur Joe Biden et son fils Hunter en Ukraine. Il menace de bloquer les aides américaines en cas de refus. I want no quid pro quo. So when President Donald Trump froze $400 million in U.S. military aid to Ukraine to allegedly pressure the country's leader for a personal political favor, Ukrainians got nervous. Le coup de fil de Trump était absolument scandaleux, infâme. Sa démarche était détestable d'un point de vue humain, mais surtout elle représentait une menace très réelle et extrêmement dangereuse pour l'Ukraine. Si je me souviens bien, il menaçait de bloquer l'envoi de matériel militaire d'une valeur de 400 millions de dollars, alors que le pays en avait cruellement besoin. Dans la foulée de l'entretien, les proches du président américain font pression sur Zelensky pour qu'il annonce officiellement que l'Ukraine enquête sur Joe Biden.
En septembre, paraissent les premières révélations dans la presse. Acculé, Trump publie la transcription de l'entretien. Les démocrates lancent immédiatement une procédure de destitution. Thank you very much, everybody. We're with the president of Ukraine, and he's made me more famous, and I've made him more famous. I will say he's got a great... Le 25 septembre, après son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, Zelensky rencontre pour la première fois son homologue américain. Thank you very much. Thank you very much. President Zelensky, have you felt any pressure from President Trump to investigate Joe Biden and Hunter Biden? I'm sorry, but I don't want to be involved to democratic, open elections of USA. No, you heard that we had, I think, good phone call. It was normal. We spoke about many things, and so I think, and you read it, that nobody pushed me. In other words, no pressure. Un autre passage de l'échange téléphonique crée des remous. Zelensky affirme être d'accord à 1000% avec Trump pour dire que la France et l'Allemagne n'ont pratiquement rien fait pour aider son pays. Alors même que l'Union européenne a adopté des sanctions contre la Russie depuis 2014 et qu'elle fournit à l'Ukraine de l'aide au développement. Personne ne peut croire une seconde, et certainement pas les Ukrainiens, que l'Europe, la France et l'Allemagne n'ont rien fait pour l'Ukraine. Je crois tout au contraire. En 2014, si les Européens n'avaient pas été là, on ne sait pas ce qui serait passé. On ne sait pas jusqu'où Vladimir Poutine serait allé. La colère des Ukrainiens s'explique par le fait qu'on les traitait comme si les responsabilités étaient partagées à parts égales entre les deux camps. On entend très rarement des diplomates allemands ou français dire explicitement que la Russie est responsable et que c'est elle qui dirige les combats. Zelensky cherche à se réconcilier avec ses partenaires de l'Union européenne. All of the European countries they share us, but we also want to have more. But I understand so only together, America and EU, only together we can stop the war, and you know, we are ready. La première rencontre entre Zelensky et Trump vire à l'humiliation pour le président ukrainien. J'ai surtout trouvé la réponse de Zelensky gênante, parce qu'il me faisait de la peine. Il me faisait vraiment de la peine. Ce n'est pas très élégant de se mettre à plat ventre, surtout si c'est au détriment de tiers. Vraiment pas élégant. Cela dit, il faut quand même garder la mesure des choses. Le véritable scandale, c'est le comportement de Washington. La procédure de destitution contre Trump menace la relation entre l'Ukraine et les États-Unis. Ce qui s'est passé, c'est que la politique intérieure américaine a explosé sous les efforts menés pour destituer Trump. L'Ukraine n'était plus un sujet de préoccupation de sécurité nationale et de politique extérieure. Elle était devenue un instrument pour s'en prendre soit au président, soit aux démocrates. Il faudra une situation de crise le long de la frontière, les manœuvres russes du printemps 2021, pour que l'Ukraine se retrouve tout en haut des priorités du nouveau président Joe Biden. Les États-Unis et l'Union européenne doivent encore une fois clarifier leurs relations avec la Russie.
Sont-ils les alliés de l'Ukraine ou font-ils le jeu de Poutine? Zelensky est-il capable de rétablir la paix dans son pays? L'Ukraine va-t-elle rester la variable d'ajustement des politiques occidentales et russes? Je suis inquiet. Il y a toujours plus de troupes, toujours plus d'équipements militaires à nos frontières. Depuis le printemps 2014, depuis le début de la guerre dans le Donbass, depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, il est tout à fait compréhensible et justifié de redouter l'escalade du conflit. Cela peut se produire à tout moment.